Monsieur le député, bonjour à toutes et à tous. Donc après cette introduction qui a permis de poser énormément de choses, donc je vais aller beaucoup plus vite, puisque finalement la fonction d'administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources fait suite au rapport de Monsieur le député Botorel. On était des administrateurs de données précédemment, avant le rapport, et suite à la circulaire, de Jean Castex, effectivement, on emporte effectivement une activité et un périmètre beaucoup plus large, et donc avec celui des données, des algorithmes et des codes sources. Donc pour vous dire quelques mots en fait de où on en est dans le contexte de la science ouverte et des plans nationaux de la science ouverte. Donc plan national, le premier date de 2018, et ensuite politique des données, des algorithmes et des codes sources, et deuxième plan national de la science ouverte en 2021. L'ambition, comme elle a été rappelée, on est bien sur une ambition qui a été posée par la loi, et la France a été très précurseur finalement en ayant une loi pour une république numérique en 2016. Et si je fais un focus vraiment sur le volet recherche, il y a des articles particuliers, il y a 2 articles particuliers dans cette loi qui définissent effectivement les modalités effectivement d'ouverture par défaut. C'est quand même le principe, il faut le rappeler. D'ouverture par défaut, il a été rappelé précédemment, ouverture par défaut des données, des algorithmes et des codes sources, mais aussi de l'ensemble en fait finalement de nos méthodes, de nos produits de recherche, à commencer par les publications. Et donc quand on ouvre les publications, on ouvre aussi et on doit effectivement ouvrir les données et les codes sources. Alors vous allez me dire, c'est une loi, je prononce le mot devoir, mais aussi il faut le voir comme un droit positif, c'est-à-dire ce droit positif qui permet effectivement l'ensemble des contributeurs de la recherche d'ouvrir leurs travaux, d'ouvrir leurs publications, en ayant cette capacité de non-cession des droits à des éditeurs, et donc que ces textes soient librement accessibles sous forme de licence libre, et donc que chacun puisse y accéder. Donc les publications, on a fait le chemin le plus facile, je dirais, puisque c'est un texte, il est porteur d'informations et donc il est lisible, interprétable, effectivement, par d'autres. Et puis il y a le chemin d'ouverture des données et des codes sources sur lequel je reviendrai rapidement. Et évidemment, comme c'était dit en introduction, je rappelle, on est effectivement, l'objectif est d'avoir une science certes plus transparente et accessible à tous, mais surtout qu'elle soit plus cumulative. Donc ça nécessite effectivement un gros travail de description, de précision de comment ces résultats ont pu être obtenus, de façon à ce qu'elles soient cumulatives et surtout réutilisables par d'autres, avec une ambition de reproductibilité, évidemment. Donc ça, je vais le passer très très vite, parce que c'était justement, mais ça a été rappelé en introduction, effectivement, où on en était en termes de sciences ouvertes en France. Donc depuis le premier plan en 2018, en 2023, donc on est effectivement à 65% des publications ouvertes, avec plus de 27 points. Les planches, je pense, vous seront partagées, Agathe. Donc je ne vais pas forcément le commenter, mais comme ça, là, vous retrouvez effectivement les éléments du baromètre de la science ouverte, vous montrant effectivement le partage et l'ouverture des publications, en open access des publications par discipline et l'évolution. Les essais cliniques, je ne vais pas effectivement les recommander. Ça a été précisé et présenté par monsieur le député. Et donc, au niveau des données, depuis l'an dernier, c'est-à-dire depuis 2022, on a un baromètre de la science ouverte sur les données. Petite précision introductive, c'est la façon dont on a construit ce baromètre. Ce baromètre, aujourd'hui, est construit en regardant en fait la proportion des publications françaises qui ont d'une part produit des données, qui déclarent produire des données dans leurs publications. Donc on voit qu'on a 38% en 2022 de publications qui déclarent produire des données de la recherche, et 22%, on voit que ça progresse effectivement depuis 2013, on a 22% des données qui sont déclarées comme ouvertes. Cela dit, on ne voit pas tout au travers des publications. Donc en fait, ce baromètre est en train d'évoluer d'un point de vue méthodologique aussi, pour pouvoir aller repérer l'ensemble des données présentes aussi, qui disposent effectivement d'un identifiant unique et pérenne. Donc en regardant auprès des agences d'attribution de ces identifiants les données qui sont par ailleurs ouvertes. Et puis on a un dernier indicateur qui est sur les codes sources et les logiciels, mais sur lequel je reviendrai juste en fin de présentation. Donc, petit rappel, et peut-être pour réinsister lourdement, parce qu'on est conscient effectivement du travail nécessaire. L'objectif, c'est bien de rendre les données réutilisables. Il n'y a pas qu'une finalité d'ouverture, mais d'ouverture de données peu décrites, donc qui ne pourraient pas être utilisables. Donc, on est bien sur comment accompagne-t-on
l'ensemble des communautés, l'ensemble des disciplines de recherche à concevoir nativement des données réutilisables. C'est un travail qui est long, c'est un travail scientifique qui est complémentaire, de rendre ces données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Et donc pour ça, les données doivent être renseignées. Et sans repréciser ici sur cette planche, il faut renseigner les origines, la transcodification des données, les guides de codification, les modèles. C'est un travail qui est effectivement long, surtout s'il est fait a posteriori du point d'origine, du moment où a été produite la donnée. Donc en fait, c'est bien un changement de pratique qu'on accompagne au travers des différents plans et de la politique des données, des algorithmes et des codes sources, ce changement de pratique pour qu'il devienne facile, effectivement, à la fois de décrire ces données, que ça devienne effectivement une pratique du quotidien, donc aussi bien des collègues chercheurs, ingénieurs, techniciens dans l'ensemble, effectivement, de nos laboratoires, quelle que soit la discipline, et qui viennent aussi faciles, ces résultats qui redeviennent faciles à trouver et à réutiliser, et en rappelant quelques éléments. Je me permets de le rappeler. Le premier bénéficiaire d'une donnée qui est bien décrite est celui qui l'a produite. On a tous été dans cette situation. Moi, je l'ai été. J'étais chercheur en santé il y a maintenant de longues années. Mais on a tous vécu le fait de refaire une expérimentation parce qu'on avait mal décrite nos données. Et puis, on a aussi tous travaillé et on continue effectivement à avoir une tendance à accumuler les données sans penser à les détruire. Donc, on a aussi une problématique d'empreinte numérique par rapport à toutes ces données qu'on ne réaccédera jamais. Donc, une donnée bien décrite et une donnée nativement faire, c'est une donnée qu'on retrouve et c'est une donnée aussi qu'on sait détruire. On sait détruire les stades, effectivement, auxquels les données, on sait qu'on ne les réaccédera pas. Donc, il y a quand même ces deux points essentiels que je veux rappeler dans nos pratiques, effectivement, de recherche. Et puis, l'autre volet, l'autre facette, c'est aussi le taux de citation des publications qui, selon les disciplines, lorsque les données sont partagées, les taux de citation des publications sont considérablement améliorés, entre 25 et 75%. Et donc, par ailleurs, effectivement, le volet que vous avez peut-être tous perçu, depuis 2022, on est engagé, et la France a été aussi pionnière en engageant effectivement les premiers éléments de réforme en fait, de l'évaluation de la recherche, que ce soit par les financeurs ou par les systèmes d'évaluation. Et la donnée qui est partagée ou ouverte, et j'emploie plutôt le mot de partager, parce que surtout quand on est sur les données de santé, on est sur un partage souvent en accès restreint, mais c'est reconnu, même une donnée partagée est reconnue comme une production de la recherche, et donc il y a un travail en cours actuellement justement dans cette réforme de l'évaluation pour reconnaître toute la diversité en fait des productions de la recherche. Je ne commenterai pas en fait les guides et les actions, c'était plutôt pour vous les pointer effectivement les différentes actions qui ont été conduites dans les contextes des plans. C'est vraiment quelques exemples qui peuvent être utiles en termes de effectivement d'aide ou de première initiation sur les données, comment les préserver, comment les décrire, comment choisir effectivement celles qu'on peut ouvrir ou partager, comment citer effectivement des données dans les publications, le baromètre de la science ouverte dont je vous ai parlé et le projet Recherche DataGouv qui a été cité précédemment, qui est effectivement en continuité de DataGouv mais spécialisé sur les données de la recherche et qui est certes une plateforme de données souveraines de façon à ne laisser aucun chercheur sans solution, mais c'est aussi tout un maillage en fait d'offres d'accompagnement en proximité de la recherche qui se développe en fait sur le territoire. C'est-à-dire sur chacun des sites, il y a effectivement des structures d'accompagnement qu'on a appelées des ateliers de la donnée qui sensibilisent, forment et accompagnent les équipes de recherche dans ce travail effectivement de description des données, mais aussi avec un soutien juridique et un soutien technique en complément d'une plateforme, donc de cette offre souveraine pour le dépôt, la publication, mais aussi le signalement des données de recherche qui sont présentes dans d'autres plateformes à caractère beaucoup plus disciplinaire. Et cette plateforme est en train de devenir un des services de ce que vous connaissez peut-être, les OSC, donc le European Open Science Cloud. Et pour un petit mot de conclusion sur les logiciels, deux points particuliers. Donc, on a rendu un livrable au Parlement, je pense que monsieur le député le connaît, sur l'état des lieux de la production et de la valorisation logicielle issue de la production de la recherche, puisque c'était important que l'on connaisse aussi quelle était la réalité en termes d'ouverture de nos codes sources, de nos logiciels issus de la recherche. Ce rapport nous a permis effectivement de constater ce que l'on voit moins au travers du baromètre, qu'on avait en fait plus de 62% en fait des codes logiciels issus des travaux de recherche qui étaient complètement ouverts, accessibles, sous licence libre. Et après, il existe
différentes modalités de valorisation, mais que malgré tout, il reste un travail à faire d'accompagnement de la communauté de recherche. Donc il existe, comme je vous l'ai présenté sur les données, un code, un livret, effectivement, un guide sur les codes et logiciels, et également un travail en cours sur les forges de l'enseignement supérieur et de la recherche, et avec un travail autour du logiciel. Vous connaissez peut-être l'archive Software Heritage qui est construite par INRIA et qui moissonne en fait l'ensemble des codes logiciels ouverts de toutes les forges au niveau mondial. Donc c'est un projet qui est conduit avec l'UNESCO, et donc il ne rassemble pas que les codes de la recherche, mais en complément, on est en train de construire le catalogue des logiciels de recherche de façon à aussi que ces logiciels soient plus accessibles, plus repérables par tous, de façon à pouvoir éviter effectivement de reproduire ou de reconstruire, redévelopper des logiciels qui existeraient déjà, et qu'on soit aussi avec une dimension de gain en termes de temps et d'économie pour l'ensemble des laboratoires et des travaux que l'on mène à une échelle le plus nationale et évidemment internationale quand on parle de sciences ouvertes. Merci à toutes et à tous.